Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau dédié à la Journée internationale de la liberté de presse. Le 3 mai, nous y sommes. Et c'est une journée qui nous permet généralement de faire un focus sur les avancées en ce qui concerne l'expression libre et surtout faire le point sur les manquements, les violations à ce droit inaliénable. Et justement pour évoquer cette journée, ses souvenirs et ses faits qui marquent de jour en jour et de plus en plus cette liberté, nous avons El Hadj Mahaman Emey Cissé. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Maïcha et dans nos studios. Merci madame. Bonsoir, vous êtes le président de l'Union de la presse francophone. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Scorpion. Comment on atteint cet âge-là dans un environnement qui est le nôtre, où les libertés sont au fil des jours et au fil du temps réduites? Le Scorpion, il va avoir à la fin du mois 22 ans. Déjà, oui. Il va avoir 22 ans. Je crois que la vie d'un journal, c'est un peu le sérieux malgré les difficultés, la précarité, l'insécurité même des professionnels des médias et tout. Arriver à avoir une décennie, c'est faire preuve de courage et pour surmonter un certain nombre de preuves. Je crois que nous l'avons fait kahin kaha, pas toujours avec bonheur, mais bon, heureusement on est là quand même parce qu'on a résisté pour être là. Je crois que c'est ça le plus important. Mes félicitations et continuez ainsi. Merci. Alors, si je me réfère à votre dénomination, donc président de l'Union de la presse francophone, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui quand on évoque la liberté d'expression dans cet environnement-là, ou la liberté de presse? D'une manière générale, la liberté de presse ne se porte pas bien dans notre environnement, en tout cas d'Afrique de l'Ouest francophone que je maîtrise le plus, et dans le monde d'une manière générale, notamment dans des pays où on a évoqué tantôt, vous et moi, les cas du Burundi, par exemple, qui est très, très récent, les cas de l'Éthiopie où des confrères sont obligés de se retrouver par quels moyens, par extraordinaire en exil depuis la France et qui commencent à émettre pour faire en sorte que les Éthiopiens, non seulement de la diaspora, mais les Éthiopiens du pays puissent suivre un peu l'actualité de manière assez indépendante et en fonction de tout ce que ces gens-là ont accepté de consentir comme sacrifice pour que la démocratie vive là-bas et qu'ils continuent de jouer leur rôle de sentinelle, même si c'est loin de leur territoire. Et chez nous, si je reviens au Mali, les 12 derniers mois, sinon les 13 derniers mois, ont été presque un peu un enfer pour la presse en termes de non seulement sécurité des journalistes, mais en termes de liberté aussi. Parce que les journalistes, ils ont subi assez d'exactions ces 12 derniers mois, des tortures, des menaces, des harcèlements, des intimidations, des convocations inopinées au service de sécurité d'État et pour beaucoup de choses. Et le clou de tout cela a été l'embastillement de notre confrère pendant 28 jours. C'est une première au Mali depuis. Mais comment explique-t-on cela? Est-ce que ce sont les journalistes qui violent leur propre règlement? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on arrive à ce genre d'atteinte à la liberté d'expression, alors que les médias devaient être le vecteur par lequel ces hommes politiques ou ces responsables d'ONG devaient passer pour transmettre les messages? Absolument, absolument. C'est ce qui aurait pu être. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'est battu. Si vous prenez le cas de Mali, l'avènement de la démocratie a été le fait aussi bien d'une presse indépendante que aussi des mouvements démocratiques qui se retrouvaient dans la société civile avant de devenir des politiques. Malheureusement, souvent certains ont oublié d'où on venait, parce que le 26 mars 1991 a été le fruit d'un très long cheminement, fait de tout, de sacrifices, de grands risques, au risque de la vie de certains, et ça a abouti au 26 mars. Et on a vu pendant 2 ans, la presse a été adulée, elle a été mise à sa réelle place. La conférence nationale a revendiqué d'inscrire dans la loi constitutionnelle la liberté de presse. Donc l'article 7 de la Constitution a consacré la liberté de presse. L'article 7 dit que la liberté de la presse est reconnue et garantie par la Constitution. Elle s'exerce dans les limites de la loi et malheureusement les lois qui ont suivi
n'ont pas été à hauteur d'attente de ce qu'on attendait de cet article 7. Mais malgré tout, je crois que ce qu'on a vécu entre 2012 et ce début 2013, la presse ne l'a jamais vécu, en tout cas pendant les 22 ans de démocratie qu'on a connus. Parce que ce n'est pas forcément le fait de violation des journalistes, des principes éthiques et déontologiques qui régissent la profession, mais c'est beaucoup plus le fait de gens zélés qui n'étaient plus prêts à entendre un autre son de cloche que celui qu'ils veulent. Donc, généralement, c'est des gens encagoulés qui ont agressé la presse. Des fois, c'est des harcèlements par des coups de fil anonymes. Des fois, c'est des convocations à la direction des renseignements du pays. Et le clou a été cet investissement de notre confrère pendant 8 jours, 9 à la sécurité d'État. Ensuite, près de 19 autres jours entre la brigade d'investigation judiciaire et la prison civile. Donc je me dis que ça a été trop, parce que même pendant les années dures de plomb de 1960 à 1993, c'est la première fois qu'un journaliste fait quand même près d'un mois en prison, 28 jours. Le record, c'était 2 semaines maximum. Mais comment est-ce qu'on peut tomber aussi, je ne vais pas dire aussi bas, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? Si on prend certains pays, le Mali, c'était un exemple, et bien d'autres. Oui, le Mali, le Bénin, c'était quand même des références. Et malheureusement, nous, je me dis que c'est une transition qui a été mal enclenchée, une transition dans laquelle on a eu assez de désordre, très peu de contrôle administratif, les institutions ne fonctionnent pas à merveille, donc il y avait des hors-la-loi, il y avait des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient, et puis il y avait une espèce d'impunité aussi qui leur était plus ou moins garantie, parce que toutes les fois où des journalistes ont été agressés, harcelés, torturés ou délestés même de leurs moyens, le gouvernement a promis quand même des enquêtes. Mais les enquêtes n'ont jamais abouti, et d'après la CPJ, le comité Protect Journalistes, ça fait 62 cas de violation flagrante, et il y a une liste assez longue de confrères qu'on a connus qui ont subi ces exactions. C'est tout à fait malheureux, à part que, heureusement pour le cas qui était le clou de tout ça, le plus dur, le confrère qui a fait 28 jours. Heureusement, ça a eu un épilogue heureux qui a fait que la justice a redoré son blason, le droit a été dit, et puis on se dit, c'est un nouvel élan qu'on va prendre, et puis plus jamais ce qu'on a vécu, l'enfer qu'on a vécu, il faut espérer qu'on ait fini avec ça. Et puis je me dis, avec les activités que les responsables des médias maliens sont en train de dessiner pour demain, et la participation des pouvoirs publics à cette journée feront que, on prendra définitivement conscience de ça, et qu'on va reconnaître à la presse son rôle, parce qu'une société démocratique sans presse, elle n'est pas démocratique, et la presse va continuer à jouer son rôle de sentinelle. J'allais dire que malgré tout cet enfer, la presse, pendant cette transition, a continué de jouer son rôle de sentinelle, j'allais dire de chien de garde, en tout cas son rôle de veille, d'alerte, et qui devait permettre au pays de ne pas être dans le chaos qu'on a connu. Mais malheureusement, ça n'a pas été vécu. Mais je me dis, la presse a été la seule entité au Mali qui a pu organiser un forum ici pour une paix, pour une transition paisible et démocratique. C'était en juin 2012. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on connaissait? Jamais les Maliens n'ont pu se retrouver, société politique, société civile, militaires du CNDRE, jamais ils n'ont pu se retrouver, si ce n'est à cette date, et à la Maison de la Presse, en collaboration avec l'URTEL, l'Union des radios et télévisions, la CEP, le groupement patronal de la presse écrite, et la Maison de la Presse qui a organisé tout ça. Et avec le soutien de l'Union européenne, pour la première fois, on est sorti des logiques de Ouaga 1, Ouaga 2, où on croyait que Ouaga était la capitale du Mali. C'était le seul lieu où les Maliens pouvaient se rencontrer et parler. Pour la première fois, en juin, on a fait en sorte que les parlementaires, les membres du gouvernement, la société civile, la société politique et les médias, plus les membres du CNRDRE, ont pu se retrouver pendant 3 jours pour discuter comment est-ce qu'on peut vivre ensemble et transcender ce que nous sommes en train de vivre pour revenir à une démocratie qu'on n'aurait jamais dû perdre.
Donc je me dis c'est un beau tableau. Voilà, malgré tout cet enfer qu'ils vivent. Et immédiatement après qu'on a les événements du 9-10 janvier, quand les Français sont arrivés, en février déjà, 10 janvier, en février, la Maison de la Presse, en collaboration avec les mêmes associations patronales, URTEL, ACEP, Groupe, ils ont pu organiser une rédaction à Sévaré, sur le théâtre des opérations, et ils envoyaient des envoyés spéciaux toutes les semaines pour aller prendre l'information sur le front et pouvoir l'envoyer aux confrères qui sont ici, qui ne peuvent pas. Et donc c'était comme des envoyés spéciaux et comme une agence de presse qu'on a pu installer à là. Je me dis que malgré toutes ces souffrances, malgré tout cet enfer, la presse ne s'est jamais dédiée de sa mission de pouvoir informer largement les gens. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est pour ça que je suis malheureux quand je vois au Burundi, on attend ces moments-là pour revenir à des lois scélérates. Ben justement, l'Assemblée nationale du Burundi qui vient de voter une loi et qui oblige même, dans un des articles, les journalistes à dénoncer leurs sources, ce qui nous est interdit. De nombreux quotidiens parus ce lundi à Bujumbura consacrent leur colonne à la nouvelle loi sur la presse. Pour eux, c'est le premier désamour entre le pouvoir législatif et la presse burundaise qui s'estime bâillonnée. Un sentiment largement répandu dans cette radio privée de la capitale. Mais pour les journalistes, pas question de baisser les bras. On va continuer à travailler comme d'habitude parce que l'histoire du journalisme n'est pas venue du Burundi. Et nous allons continuer à exercer librement en tenant compte des règles et de déontologie professionnelle du métier. Avec 32 voix pour et seulement 2 contre, le Sénat a adopté vendredi la loi sur la presse. Parmi les principales dispositions du texte, l'obligation faite aux journalistes de dévoiler leurs sources dans toutes les affaires se rapportant notamment à la sécurité de l'État et à l'ordre public. Comme plusieurs organisations internationales, le syndicat des journalistes burundais qualifie cette loi de liberticide. Et il y voit une volonté du pouvoir en place de punir les médias locaux. C'est comme, je dirais, une certaine revanche à l'endroit des médias qui, en certains moments, ont donné la parole à l'opposition, qui était même à l'extérieur, qui avait fui en exil. Et donc, un sénateur l'a bien clarifié que c'est effectivement pour mater les journalistes, pour mater les médias. L'Assemblée nationale avait été la première à se prononcer favorablement sur cette loi. Mais le texte voté par les députés a subi lors de son adoption au Sénat quelques légères modifications. Les 2 chambres du Parlement vont créer une commission paritaire mixte pour se mettre d'accord sur la version définitive du texte qui sera envoyée à la présidence de la République pour promulgation. C'est très grave. Le code éthique et déontologique nous l'interdit. On doit protéger nos sources, sinon nous ne donnerons plus d'informations. Donc il faut savoir raison garder. Mais malheureusement, des fois, les gens, avant d'arriver au pouvoir, c'est les amis de la presse, parce qu'on a vu tout le monde est en guerre ou en lutte d'influence auprès des médias pour arriver au pouvoir. Mais dès que les gens accèdent au pouvoir, donc le virus est pique, et puis bon, on se dit, on met le grappin parce qu'on sait comment la liberté de la presse a permis à certains d'accéder au pouvoir. Donc il faut bloquer pour que les autres n'accèdent plus et que la presse même soit muselée. Et puis c'est malheureux. Alors, dans un environnement démocratique où on sait que tout est défini, pourquoi est-ce qu'on empêche la presse qui devait être le relais, le vecteur? Le vecteur, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on empêche la presse de jouer ce rôle-là, de passer l'information, d'édifier, d'éduquer et d'informer? Est-ce que vous pouvez comprendre, je ne vous demande peut-être pas de vous mettre à leur place, mais est-ce qu'on peut se l'expliquer? Bon, l'explication qu'on a, c'est que, bon, vous connaissez Machiavel, le pouvoir en général, le pouvoir corrompt. Et on devient machiavélique une fois qu'on accède au pouvoir. Ce n'est pas valable pour tout le monde. On a vu des gens qui sont arrivés au pouvoir et qui ont pu quand même vraiment ménager la presse du mieux qu'ils peuvent. Ce n'est jamais une liberté totale, encore que la liberté de la presse, c'est une conquête éternelle. Voilà, et permanente. Donc je me dis que le premier problème, c'est que constatons que nos gouvernements n'informent pas les populations de ce qu'ils font. Tout le problème de gouvernance qu'on a, c'est le manque de circulation de l'information entre les gouvernants et les gouvernés. Le relais qui doit l'assurer, on fait tout pour le museler et l'empêcher de dire, parce qu'on ne veut qu'il dise seulement ce que le gouvernement fait de bien. Et
il n'y a pas une institution, une personne, parce que la perfection n'est pas humaine. Donc, il est toujours bon d'avoir des critiques qui peuvent vous critiquer objectivement et honnêtement, parce que notre métier, c'est quoi? Les principes d'éthique et déontologie, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? La rigueur, l'honnêteté, l'objectivité, la neutralité, ainsi de suite. Donc, un journaliste normal ne peut pas être contre un gouvernement. Malheureusement, dans nos pays, et surtout quand les gens sont dans des logiques de consensus, parce que les hommes politiques, les oppositions n'existent pas généralement dans nos pays. Dès que quelqu'un arrive au pouvoir, le Coran, et lui aussi, tout le monde est en train d'être à ses côtés, et à l'heure du bilan, c'est le jour... Personne ne porte de projet pour... Et les gens ne regrettent que le jour où ils tombent. Et en ce moment, on se dit pourtant, seule la presse avait dit ça, seule la presse avait alerté, seule la presse veillait pour dire mais en ce moment c'est trop tard. Donc il faut que les gens commencent à avoir une grandeur d'esprit, à savoir qu'on ne gouverne pas sans informer. Et le principal vecteur, le relais principal de l'information, c'est les médias. Nous sommes les médiateurs entre le pouvoir et les populations. Et donc il faut qu'on nous permette de jouer notre rôle humblement. Et c'est un métier, comme vous le savez, il est très sacerdotal. On ne devient pas riche dans notre pays. Donc on se bat seulement pour nous acquitter de notre devoir d'assurer l'information du public. Et puisque le droit du public à l'information est un droit constitutionnel et un droit reconnu par toutes les instances, les constitutionnels, les instances internationales, donc je me dis qu'il faut laisser chacun faire son travail et puis la démocratie serait une vraie réalité. Alors sous certains cieux, on estime que ce genre de réaction des gouvernants naît du fait que les journalistes ne respectent pas leur code de déontologie ou les normes qui régissent la profession, ou parce que le corps manque de professionnalisme ou de formation. Est-ce que ce sont des faits qui justifient ces genres d'exactions concrètement? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il faut reconnaître que dans notre profession aussi, on n'est pas sain. Il y a beaucoup de brebis galeuses. Surtout que c'est une des professions les plus ouvertes. Complètement. On est journaliste pas seulement parce qu'on a fait des études de journalisme, on est journaliste parce que ce métier-là, on l'aime, on est passionné de ça, on vient à ça et rien ne vous empêche de venir à ça si vous remplissez un minimum de conditions et si vous en faites votre métier, votre profession pour vivre des ressources que ça vous donne. Donc c'est une profession très ouverte. Et ça relève d'une des libertés aussi qui font que n'importe qui peut accéder à cette profession, malgré que de plus en plus dans les États, vous prenez par exemple au Mali, l'article 4 de la loi, moi je sais que des confrères m'ont interpellé en pagaille quand on a dit il faut que le journaliste soit ou diplômé d'une école de journalisme ou qu'il ait un diplôme d'études supérieures, un diplôme universitaire et qu'il exerce pendant 1 an ou 2 ans avec de l'expérience avant d'y aller. Ça veut dire que la profession même prend conscience du fait qu'il y a des lacunes et il y a besoin de beaucoup de formation. Aujourd'hui, on doit se battre pour renforcer les capacités des professionnels et tout. Mais tout ça ne permet pas de pouvoir torturer, faire souffrir les journalistes, les empêcher de faire leur travail et tout. On ne peut pas embrigader la presse, on fait tout mais on n'arrive pas. Et on a vu que dans tous les pays, quand l'opposition et la société civile et tout disparaît, il n'y a que la presse pour être là, jouer son rôle de sentinelle, advienne que ça lui coûte. Et je crois qu'une profession comme ça, on doit chercher à la garder. Il faut être comme des grands comme les Abraham Lincoln qui disent qu'ils préfèrent avoir un gouvernement, un pays sans gouvernant, mais avec la presse, que d'avoir un pays avec des gouvernants sans presse. Il faut prendre de la hauteur. Les grands hommes, c'est ça qui les détermine. Les grands hommes, c'est ceux qui acceptent la critique. Les grands hommes, c'est ceux qui ont une capacité d'écoute et la capacité d'écoute. Parce que les citoyens, pour choisir leur leader, pour apprécier ce que font leurs gouvernants, ils ont besoin d'être informés. Et qui est chargé de ça? C'est le pauvre journaliste. Parce que le danger du journaliste, c'est quoi? C'est que tous les jours, vous et moi, tous les jours, on est obligé de chercher l'information, de la vérifier et de la diffuser ou de la publier. Donc l'information que nous donnons est publique. Sinon, beaucoup de gens
critiquent à longueur de journée les gouvernants, les responsables du pays. Mais comme c'est entre eux, c'est entre les quatre murs d'une maison ou d'une cour, ainsi de suite, le journaliste, c'est des risques qu'il prend tous les jours, mais il est obligé de se tromper une fois. Il a beau vouloir recouper, un jour il peut se tromper. C'est un être humain. Hein? Voilà, c'est un être humain. Et il y a des lois qui chaque fois qu'il se trompe, le punissent même. Mais on a dit seulement qu'aujourd'hui, il est à contre-courant du droit international, surtout du droit pénal international, d'emprisonner ou d'embastiller un journaliste pour un délit de presse. Les délits de presse peuvent relever d'amende, de correctionnel, mais pas à ce point pour qu'on embastille des journalistes. Malheureusement, cela reste un peu dans le domaine de l'utopie dans certains pays. Alors, quand on prend les pays européens que nous imitons ou que nous essayons de copier, il y a des presses à conviction et partisanes. Mais ces hommes... Très partisanes. Oui, très partisanes, mais ces hommes évoluent suivant les normes de la profession. Ouais. Alors pourquoi est-ce que dans nos pays africains, on souhaite que toute la presse soit du côté du pouvoir pour relayer que les voix et les actions, les vocations, les messages du pouvoir sans un retour de ceux qui ne pensent peut-être pas bien. Et tant que vous n'êtes pas avec ce pouvoir, vous avez des problèmes. Ça existe dans nos contrées. Mais le malheur, c'est que tous ces gens qui sont au pouvoir, avant d'accéder au pouvoir, sont pour la liberté de presse, sont pour la liberté d'expression, sont pour la liberté d'opinion. Malheureusement, c'est quand ils accèdent. Mais il faut reconnaître qu'il y a des exceptions quand même. Il y a parmi nos hommes d'État, certains qui ne sont plus au pouvoir, d'autres qui sont encore au pouvoir, qui font des efforts dans ce sens-là. Je crois qu'il faut que la profession elle-même, mais une des tares de la profession, c'est notre désunion, c'est notre manque de solidarité et notre manque de mobilisation autour d'idéaux qui fondent nos convictions. Parce que normalement, on ne vient pas dans cette profession pour s'enrichir, on ne vient pas normalement pour jouer à la vedette, mais on vient pour des convictions et on vient pour servir son pays et sa nation et être utile à sa nation en se disant, grâce à moi, les populations ont pu faire un choix éclairé, ainsi de suite et tout. Vous voyez, il y a des pays, par exemple, on a remarqué que toutes les fois où les lois en faveur de la liberté de la presse, en faveur de la liberté d'expression ont évolué, c'est pendant les transitions démocratiques. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de pouvoir en place et de position en place. Tout le monde est dans la même direction et le pouvoir qui est en place est en train de préparer les meilleures conditions d'exercice de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc tous les arcanes, toutes les arcanes d'une meilleure gouvernance, on cherche à les préparer. Et vous voyez des pays comme même la Guinée qui n'a pas fini de faire sa transition, elle a assez avancé sur les principes de liberté de presse. Aujourd'hui en Guinée, en tout cas dans la loi, la détention préventive est interdite, la loi d'accès à l'information, elle est acquise. Au Niger, la liberté, la détention préventive interdite. Ils ont une loi sur le droit d'accès. Le Togo a fait une loi sur la dépénalisation. La dépénalisation et tout, même si après ce n'est pas appliqué. Oui, mais ça existe. Ça existe. Et là, même si on prend d'autres tests. Il faut des gens de conviction qui sentent la presse soudée, des organisations de droits de l'homme soudées autour de la presse pour défendre cette liberté-là. Mais tant qu'on n'est pas unis, les autres ne seront pas à nos côtés pour nous aider. Moi, je me dis que on a vu ça tout de suite au sortir de l'affaire Boukari Daou. Bon, on a eu quand même pour la première fois, on attendait ça depuis 15 ou 16 ans, que la presse retrouve son unité, cette unité d'action, cette mobilisation autour de convictions que constitue la liberté de presse. Mais il a fallu ce déclic-là. Voilà. Malheureusement, maintenant, on espère que ce qui est bien, c'est que normalement, les presses doivent toujours créer à l'intérieur des associations ou des organisations fêtières comme les maisons de la presse, un comité de veille pour assurer la sécurité des journalistes, pour assurer la liberté de presse et pour assurer l'autorégulation aussi, pour dire aux confrères aussi qui peuvent décrédibiliser la profession, attention, ce que vous faites jure avec les principes qui régissent notre profession. Je me dis qu'on n'est pas sain, mais s'il y a un comité de veille, bon, les observatoires, les instances d'autorégulation qu'on a créées au début des années 2000, à la fin des années 90 et au début des années 2000, n'ont pas atteint tous les objectifs. En tout cas, les objectifs n'ont pas eu les résultats qu'on attendait.
bon, il faut qu'on se remette en cause nous-mêmes pour faire en sorte que nous soyons plus responsables et que les gens nous respectent. Parce que des fois, quand on veut aller vers la décriminalisation des délits de presse, quand on veut empêcher la détention préventive des journalistes, les gens nous disent « il faut que vous soyez responsables aussi. On ne va pas mettre les journalistes au-dessus de la loi, et ainsi de suite et tout. » On leur dit « on ne peut pas faire de détention préventive des journalistes parce que nous avons des choses qui plaident en notre faveur pour qu'il n'y ait pas de détention préventive. » Parce que en matière pénale, si vous, Madame Balé, vous faites un crime, on ne prendra ni votre fils, ni moi, votre collègue, ainsi de suite et tout et tout. C'est vous, vos parents, ou vos enfants, ou vos parents, ou vos cousins ne répondront pas de ça, encore moins vos collaborateurs. Mais si vous êtes journaliste, si vous êtes responsable de cette chaîne, dès que vous commettez le moindre délit et que vous vous échappez, le deuxième responsable après vous, jusqu'au balayeur de cette maison-là, de Meïcha, va répondre à la place de Mme Bailey qui a disparu. Ça s'appelle la responsabilité en cascade. C'est une responsabilité en cascade. Alors que en droit commun, c'est dès qu'un criminel disparaît. Donc tout ça fait que nous donnons assez de garanties de responsabilité, de présence pour qu'on puisse punir la faute qui a été commise dans le cadre de l'exercice de la profession de journaliste. Mais dans les autres cas, ça n'existe pas. Tout ça fait que normalement, on doit faire en sorte que les journalistes puissent être protégés aussi le maximum possible. Donc je me dis qu'il y a des choses qui plaident pour nous, pourvu que nous soyons responsables et que nous puissions non seulement alerter l'ensemble des démocrates par rapport aux manquements qui sont exercés par les pouvoirs ou même des personnes comme ça à l'endroit des journalistes ou des professionnels des médias, mais il faut que nous aussi nous puissions laver le linge sale à la maison chaque fois en pouvant dire aux gens, bon, il faut savoir raison garder, soyons professionnels, faisons notre profession pour lui rendre toutes ces lettres de noblesse. Donc, je me dis Mais merci beaucoup, Monsieur Cissé. Ce sera la fin de cet entretien. Je vous laisse la conclusion. La conclusion, c'est que... Un message à l'endroit des confrères, peut-être. Je me dis que ça fait 20 ans que nous fêtons la Journée internationale de la liberté de presse. La déclaration de Windhoek qui a donné naissance à ça, elle a 22 ans. On l'a fêté ces 20 ans il y a 2 ans. On a essayé de revoir nos principes éthiques et déontologiques, revoir qu'est-ce que la profession a été depuis 1991 jusqu'à 2001. Il est bon aujourd'hui qu'on fasse le bilan de nos 20 ans de cette grande journée. Qu'est-ce que ça a pu nous apporter? Est-ce que ça nous a permis tous les jours de nous remettre en cause et de montrer au public, à l'opinion nationale et internationale, que nous méritons la confiance des gens, nous méritons qu'on nous protège aussi pour que nous exerçons notre sacerdoce et tout pour être des meilleurs relais et des meilleures sentinelles de défense de cette démocratie-là. Et je crois que le 3 mai de demain, avec toutes les activités qui sont annoncées, les professionnels seront suffisamment ensemble pour essayer non seulement d'alerter l'opinion nationale et internationale, mais aussi de se remettre en cause et de voir quelle collaboration ils peuvent avoir avec le pouvoir public pour qu'on ait une presse crédible, pour qu'on ait une liberté de presse à hauteur d'attente et pour que le Mali puisse redevenir le référentiel qu'il a été il y a quelques années. Il y a un an, en 2012 déjà, avant le coup d'État, on était le 25e pays africain. Pays dans le monde et parmi les meilleurs en Afrique, le 3e ou le 4e en Afrique. Et entre 2012 et 2013, on se retrouve 99e. Donc on a baissé de 74 marches. Il est bon qu'on reprenne notre place. Jamais on n'a atteint ce rang-là et je crois que le Mali doit retrouver son référentiel. Des pays comme le Mali, comme le Bénin, doivent continuer à être des références. Depuis les conférences nationales de 90-91, on a arrêté de nous citer et on ne vit le Mali et le Bénin ne sont vus que sous le prisme du mythe qu'ils ont été. Il faut démystifier ça et revenir à la réalité. Et il faut craindre aussi que d'autres pays ne soient comme le Mali, parce que jusqu'à 2012, on ne croyait pas que le Mali pouvait tomber si bas. Malheureusement,
c'est à peine si on est en train de pouvoir sortir des profondeurs du puits. Et je crois que ces 3 mains-là vont nous aider à remonter dans le souffle qu'il faut pour remonter. Un vrai souffle qu'il faut pour remonter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cissé. Vous le voyez, la liberté de presse, c'est un combat au quotidien, c'est une quête permanente. Et il ne faut jamais baisser la garde parce que les prédateurs existent et que la presse doit se battre, respecter les normes et se battre surtout pour conquérir un peu plus d'espace au quotidien et de liberté. Merci de nous avoir accordé votre attention. Merci beaucoup et bonne fête à tous les confrères. Merci beaucoup.